Pendant qu'elle dormait, je me disais que toutes ces lettres étaient dans la poche intérieure de ce kimono où elle les mettait toujours. Mais jamais je n'ai touché au kimono, mis ma main dans la poche. À boire pour le capitaine décapité. Parfois, quand je marche dans la rue, les mains à nu, que j'ai enfilé un pantalon avant de sortir qui le permet, ou un manteau du genre pratique, j'enfouis mes deux mains. On peut dire aussi j'enfouis mes mains, voire même j'enfouis les mains, dans les deux sacs de toile cousus à mes vêtements. De mon enfance à nos jours, je n'ai entendu, surtout à mon égard, le mot utilisé dans les deux occurrences suivantes: venir les mains dans les poches et avoir des poches sous les yeux. Ici, nous ne parlerons que de ce qui concerne les véritables poches, celles où l'on peut flanquer nos mains, notre téléphone et, nous le verrons, bien d'autres choses. La poche est on pense à ça sans doute dans l'angoisse de notre époque, où l'on dissimule quelque chose. Une chose que l'on cache, mais que l'on garde à portée. C'est dans la poche que certains dissimulent un couteau. Videz vos poches, s'il vous plaît. La poche, si proche du corps, si fine, peut en contenir de ces objets dangereux ou qu'il est interdit de posséder. Rien dans les poches, c'est-à-dire rien à cacher, aucune arme, je viens en paix. Mais qu'est-ce que ça a dans sa poche ? Le trésor est-il si bien caché dans une poche ? Est-il aussi sûr qu'un coffre-fort ? La poche, en plus d'être ce qu'elle est, une poche, ne vaut pas un coffre-fort, mais elle symbolise bien un espace qui n'appartient qu'à son porteur. Bas les pattes de mes poches. Ne nous extasions pas cependant à considérer que Bilbo le Hobbit rend invisible l'objet qui rend invisible. Et pour illustrer cet aspect de la poche, je vous lis un tout petit passage du Rouge et le Noir de Stendhal. Par une précaution de provincial, Julien portait toujours de petits pistolets. Sa main les serrait dans sa poche d'un mouvement convulsif. Et dans le Rouge et le Noir, à quelques reprises, on revient sur ces fameux pistolets que Julien dissimule dans sa poche, puisque la poche, là, c'est bien quelque chose qui dissimule. Et Julien porte ses pistolets, on le verra à un autre passage, il porte ses pistolets pour se rassurer, pour projeter plus ou moins des choses, mais qu'il ne fait pas, il sort pas son pistolet, alors qu'il s'imagine qu'il pourrait le sortir et l'utiliser. Par rapport à la dissimulation. D'ailleurs, on aurait pu aussi reformuler ça par rapport à un angle juridique. À quel moment on a le droit de palper la poche de quelqu'un, lui demander de sortir ce qu'il a dedans, et puis qui a le droit de fouiller les poches de quelqu'un. Et puis, par rapport à ce qu'on peut dissimuler, il n'y a pas que soi-même dissimuler quelque chose pour se rassurer, par exemple, comme une arme, un couteau, une bombe lacrymogène, que sais-je encore. Mais il y a aussi savoir que l'autre dissimule quelque chose dans sa poche. Donc, on aurait pu reparler aussi de ce qu'on peut, des armes qu'on dissimule dans sa poche. Il y a des gens qui auraient pu venir parler de ça aujourd'hui, mais par rapport à d'autres choses, je vous ai lu en introduction, vraiment avant le générique, un passage de la prisonnière, donc dans La recherche du temps perdu de Proust, ce passage où le narrateur se demande, aimerait bien, par jalousie, fouiller la poche du kimono d'Albertine. Donc Albertine, c'est la femme qu'il aime, et alors il la retient pas prisonnière au sens propre, on parlera de Proust à plusieurs reprises aussi dans le podcast. Alors je vous relis le passage. Pendant qu'elle dormait, je me disais que toutes ces lettres étaient dans la poche intérieure de ce kimono, où elle les mettait toujours. Mais jamais je n'ai touché au kimono, mis ma main dans la poche. Donc aussi bien d'ailleurs dans le passage du Rouge et le Noir que je vous ai lu, où Julien
dissimule deux pistolets. Alors j'imagine pas, je sais pas trop ce que c'était que deux petits pistolets à l'époque qu'on pouvait dissimuler dans des poches, parce que ça doit être petit, aussi bien dans le fait de dissimuler donc des armes qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire soi-même on se rassure, on a des armes, on aurait envie de s'en servir à un moment de sa vie, mais on ne le fait pas. Julien ne le fait pas, et de même le narrateur dans le roman de Proust aimerait fouiller une poche, il sera en mesure de les fouiller pendant qu'Albertine, le personnage, dort, mais il ne le fait pas parce que on pourrait penser ce rapport intérieur-extérieur, puis aussi ce rapport public-privé. La poche, c'est un truc qui est très proche d'être à l'extérieur de soi, d'être sorti, mais on franchit pas le pas, on n'ose pas tout d'un coup soit faire sortir quelque chose dans l'espace public, soit rentrer dans l'espace privé défendu. Des petites poches dans les grandes poches, des poches intérieures, des poches doublées, avec ou sans fermeture, par bouton ou fermeture éclair. Ce n'est que tardivement, au XIXe siècle, que la poche fut intégrée aux vêtements. Avant, elle n'était qu'un sac suspendu à une ceinture ou un cordon. C'est d'ailleurs assez disgracieux d'avoir des poches pleines, un portefeuille, de la monnaie, un smartphone, et nous voilà avec les poches déformées. Batman, d'ailleurs, n'a pas de poche. Il a des sacoches accrochées à sa ceinture, et on peut imaginer que quand on dessine un personnage de super-héros, on préfère de belles poches, de belles sacoches, de belles poches extérieures qu'on accroche habilement, qu'on conçoit habilement, plutôt que de flanquer au costume simplement des poches qui vont être déformées. Samuel Beckett, Molloy. Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. C'était des cailloux, mais moi j'appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci j'en fis une réserve importante. Je les distribuais avec équité entre mes 4 poches et je les suçais à tour de rôle. Cela posait un problème que je résolus d'abord de la façon suivante. J'avais, mettons, 16 pierres, dont 4 dans chacune de mes 4 poches, qui étaient les 2 poches de mon pantalon et les 2 poches de mon manteau. Prenant une pierre dans la poche droite de mon manteau et la mettant dans ma bouche, je la remplaçais dans la poche droite de mon manteau par une pierre de la poche droite de mon pantalon, que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon pantalon, que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon manteau, que je remplaçais par la pierre qui était dans ma poche dès que j'avais fini de la sucer. Ainsi, il y avait toujours 4 pierres dans chacune de mes 4 poches, mais pas tout à fait les mêmes pierres. Est-ce que ce sont les pierres qui changent ? Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir, ou est-ce que chaque pierre, dans son apparente généralité, absence de différence, par ce changement de place, mouvement, se révèle dans sa différence d'avec les autres pierres ? Pas tout à fait les mêmes pierres. Et comme le souligne Deleuze, dans Différence et répétition, Beckett, dans tous ses romans, a décrit l'inventaire des propriétés auxquelles des sujets larvaires, tels que Molloy, se livrent avec fatigue et passion. Molloy, avec sa série de cailloux à sucer. Il s'agit toujours de soutirer une petite différence, pauvre généralité, à la répétition des éléments ou à l'organisation des cas. Notons au passage que, pour résoudre son problème, Molloy songe à posséder un manteau à 16 poches, de la même manière d'ailleurs, un peu de la même manière que Chaplin, dans le film The Immigrant, cherche des poches supplémentaires dans son manteau. Alors pourquoi avoir décidé de parler de la poche ? Il ne s'agit pas de décider de choisir n'importe quoi, c'est-à-dire, ça a été la poche, mais il ne s'agit pas de dire que ça aurait pu être autre chose, c'est-à-dire un autre objet, un personnage, un lieu du quotidien, quelque chose d'apparence anodine, et de montrer que, avec un petit peu d'astuce et de culture, on peut broder, parler et faire de tout et n'importe quoi un grand sujet de podcast en tout cas. Non, il s'agit là en tout cas de déceler des rapports, parce que en fait si j'ai décidé dans cet épisode de vous parler un petit peu
de la poche, c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui attire ma curiosité, qui attise ma curiosité. Parce que c'est pas qu'on peut simplement faire plein de choses dans la poche, et il s'agit pas non plus de tomber dans la facilité d'une pensée symbolique et de dire que la poche est un endroit symbolique dans lequel nous dissimulons des choses au monde, ou nous les faisons disparaître, ou nous nous les approprions, au contraire. Mais il s'agit de penser plus singulièrement, plus précisément, plutôt à ras les pâquerettes, quel est les rapports possibles avec ces poches et ce qu'on peut y mettre. Et c'est pourquoi, en conclusion de ce numéro consacré à la poche, à ce qu'on met dans la poche, on aurait pu trouver d'ailleurs d'autres exemples littéraires des poches et sûrement de beaux passages. J'en ai cité quelques-uns, que ce soit dans Proust, ou dans le Rouge et Noir, on aurait pu en trouver d'autres. Il s'agit donc ici de simplement dire que la poche est liée à l'appropriation, c'est dans notre poche, c'est comme si on en était propriétaire, et en même temps un lieu donc d'appropriation, mais aussi de distinction, parce que quand c'est dans la poche, ça n'est pas à l'extérieur, il y a tout d'un coup une singularité, une distinction avec les autres objets du même genre. C'est-à-dire qu'une fois qu'un caillou ou un ticket de métro est dans votre poche, c'est pas seulement que c'est votre ticket de métro, c'est qu'il est différent des autres tickets de métro ou des autres cailloux, si c'est un caillou. Ça peut paraître simpliste, un peu pauvre, mais d'ailleurs, ça l'est pour de vrai dans ce qu'il y a à penser là-dedans. Puis, dans Molloy, le jeu de savant calcul orchestré par Molloy pour déplacer des cailloux à sucer dans ses poches est un jeu pauvre, finalement. Et je ne veux pas être tenté, c'est jamais comme ça que j'ai œuvré de toute façon, tenté par rendre tout ça beaucoup plus complexe, beaucoup plus noble, et d'en faire toute une pensée symbolique, des liens avec la psychanalyse et autres. C'est trop facile de faire ça, et je pense qu'on loupe notre sujet en faisant ça. Et du coup, c'est beaucoup plus satisfaisant intellectuellement de broder, de faire toute une analyse savante, psychanalytique et autres autour de ça. Je parle de psychanalyse, mais ça pourrait être autre chose, mais non, il faut rester dans la pauvreté de ce jeu, dans la pauvreté de ce que c'est que mettre les mains dans sa poche, mettre des cailloux dans la poche, pour penser au moins à un rapport singulier, montrer en quoi, en tout cas c'est comme ça, c'est mon angle peut-être déformé par d'autres lectures bien sûr, mais il s'agit plutôt, selon moi et selon les aidé, on va dire, par les passages que j'ai choisis, d'arracher des objets de la répétition, de la généralité des cas. Cet épisode de Comment Passons est terminé. Si vous voulez poursuivre le sujet, eh bien, sur les poches, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, à la fois sur Twitter, pourquoi pas, @commentpassant, ou sur le site internet commentpassant.fr. On se retrouve dans 2 semaines avec un tout autre sujet. Je vais pas dire que ce sera une surprise, je n'ai pas encore le sujet en tête. Voilà. Allez, à très bientôt.